Salut les gars, c'est David de la Place pour 11 MTL. David, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux faire une rapide présentation? Je m'appelle David de la Place, je suis photographe depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années dans le monde du rap français. Je fais des pochettes d'albums, j'ai créé plusieurs projets un peu cool, un surtout qui s'appelait Le Visage du Rap, qui est un reportage photo dans le monde du rap. Et pour faire simple, je prends des photos de rappeurs. Qu'est-ce qui fait que tu es à Montréal? En fait, je sors un livre le 10 octobre 2023 sur les coulisses de mon travail. Ça s'appelle Les Off, ça raconte un peu comment je crée mes pochettes d'albums. Ça montre un peu les meilleurs portraits que j'ai faits. Il y a des coulisses, il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, on a commencé par une petite tournée d'expo, on va dire. La première date, c'était à Brooklyn. La deuxième à Montréal. Ensuite, il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est pour ça qu'on est ici. Est-ce que c'était important pour toi de venir ici? Ouais, ah oui, c'était super important. C'était super important parce qu'il y a un public francophone qui est hyper réactif. C'est un pays, je suis jamais venu dedans et j'adore voyager, donc forcément c'était cool. Et à chaque projet que j'ai fait, livres, tirages, jeux, parce que j'ai sorti des jeux de société, j'ai toujours fait des livraisons pour le Canada, tu vois. J'ai toujours été surpris de voir que j'avais un début de public là-bas, tu vois. La toute première expo que j'ai faite de ma vie, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça, c'était en prémisse de la sortie de mon livre. On avait fait une grosse expo histoire de montrer que le projet avançait. Et dans cette expo, il y a une dame qui est venue et qui venait du Canada et qui est venue exprès du Canada pour l'expo. Je me suis mangé une grande claque et j'ai dit putain, c'est incroyable. Et elle m'avait ramené des gâteaux au sirop d'érable, mec. C'était incroyable. J'avais jamais mangé ça, c'était complètement fou. Et c'était comment l'accueil à ton exposition hier avant? T'as les images, là. Franchement, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il y a un groupe qui est arrivé, déjà, c'était 20. Ça te montre que, frère, les gars, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est incroyable. Je ne pensais pas. Alors, je savais qu'il allait y avoir un peu de monde. En plus, ça s'est organisé un peu en dernière minute, parce qu'à la base, on devait faire Brooklyn et on n'avait pas. On avait l'idée de venir, mais on n'avait pas encore eu l'opportunité. On a réussi à avoir l'opportunité au bon moment, mais on a commencé à faire de la communication sur la date, peut-être 5 jours avant. Seulement, une semaine, allez, on va dire une semaine avant, et je savais qu'il allait y avoir un peu de monde, mais pas autant, vraiment, et c'était vraiment cool, un public très varié, assez jeune, des gens qui font de la photo, d'autres qui n'en font pas, des Français qui sont en vacances, il y a un gars qui est venu, qui était le pote de l'ex-propriétaire de la voiture que j'ai actuellement. Je comprends même pas. Il sort des photos de lui dans ma voiture. Si tu veux, frérot, si tu me racontes, tu vois. Et genre, non, c'était incroyable. Vraiment, c'était archi cool. Et les gens étaient. J'apprécie parce que des fois, tu fais des expos, les gens viennent voir des tirages et fin, tu vois. Et là, les gens étaient très curieux. Ils voulaient beaucoup discuter, parler des coulisses, parler de plein de choses. Et du coup, c'est 3 fois plus intéressant en tant qu'artiste de pouvoir prendre le temps de discuter de ton travail plutôt que de juste l'exposer, tu vois. Ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Ça fait une dizaine d'années. Est-ce que tu as vu la popularité de la photographie changer? Est-ce que le fait que maintenant tout le monde a peut-être un appareil photo dans son téléphone, est-ce que tu vois que les gens regardent la photographie d'un autre angle? Je ne sais pas s'ils le regardent d'un autre angle. En tout cas, c'est devenu très présent. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller au restaurant manger sans prendre une photo avant. Et c'est devenu incroyable. Et ça, c'est le côté un peu néfaste du truc. Mais non, la photographie prend une part importante dans la vie des gens. Il y a des bons comme des mauvais côtés, tu vois. Quand c'est prendre plein de photos de tout ce que tu fais, t'en gardes des souvenirs, c'est cool. Le mauvais côté, c'est que quasiment tu les imprimes plus. Tu gardes tes photos dans ton téléphone que tu finiras par perdre et tu te diras merde, j'ai perdu toutes mes photos. Et quand tu es chez tes parents, tu ressors des photos, tu avais 4 ans et tu n'as pas les photos de toi de la semaine dernière, tu vois. Donc je pense qu'il y a un côté un peu où l'objet de la photo devient très, je sais pas comment dire, numérique et du coup très volatile en fait, tu vois. Et c'est plus devenu un objet comme à l'époque. Donc ça désacralise peut-être un peu le truc, mais de l'autre côté, tu as un accès à l'image qui est beaucoup plus fort et peut-être beaucoup plus intéressant parce que ça motive de nombreux photographes. Moi, quand j'ai commencé la photo, les réseaux n'étaient pas aussi développés que maintenant et c'est limite quelque chose que je pouvais pas, enfin, dans la vie de tous les jours, jamais je me serais dit je vais devenir photographe et encore moins spécialisé dans le rap. Pour moi, je savais même pas que c'était un métier, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux, tout va vite.
Les gens ils sont motivés toute la journée à faire des trucs. Tu vois, ça va très vite. Donc il y a des bons comme des mauvais côtés. Mais je préfère regarder les bons côtés. Les bons côtés, c'est que maintenant, on peut sortir des produits dérivés. Là, tu sors un deuxième livre, si j'ai bien compris, les off. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par les off? Bah, les off, c'est les coulisses, quoi. C'est vraiment, je voulais pas faire un livre avec uniquement mon travail parce que en parlant, en discutant avec des gens un peu toute l'année, je sais pertinemment que ce qu'ils apprécient, c'est les anecdotes, c'est justement les coulisses, c'est de voir des trucs qui sont pas sortis, c'est de voir des versions différentes, même des shootings, parce que des fois, la cover d'album sort. Mais on a 6 heures de shooting dans les pattes, donc on a d'autres photos, on a d'autres visuels, on a peut-être la proposition numéro 1, et ce que vous avez vu, c'est la 2. Il y a des covers qui ont été annulés à cause de problèmes qu'on a pu rencontrer sur le terrain, surtout que j'aime bien cramer des trucs, donc ça crée des situations qui sont compliquées. Et du coup, je trouve que c'était super important d'en faire quelque chose où on raconte tout ça, parce que déjà, on vieillit, il y a des trucs qu'on oublie avec le temps. Même moi, ça me servira dans quelques années, je relirai toutes ces conneries. Et ensuite, le public se rend compte aussi se rend compte de la complexité des fois pour arriver à un projet, et aussi je pense en tout cas concernant mon travail, le naturel pour faire les choses, tu vois. Je me pose pas trop de questions, on y va, on fait, et c'est assez bien représenté dans le livre. Donc, c'est un livre où il y aura aussi du texte, c'est pas juste la photo? Ouais, c'est ça, c'est un livre d'art principalement, donc c'est énormément de photos, 312 pages, franchement c'est magnifique. Et sur énormément de covers, pas toutes, parce que des fois il n'y a pas forcément grand chose à raconter, ou l'histoire va être similaire à une autre histoire, et j'ai pas envie de me répéter 1000 fois. Il y a des décors, je les ai construits moi, je vais pas raconter 40 fois que j'ai construit le décor, les gens tu finis par le comprendre au fur et à mesure du bouquin. Mais il y a énormément d'anecdotes et de petits messages passés, c'est vachement cool. Des fois, tu as des doubles pages même qui reconstruisent tout le détail de la cover et de ce qui a pu se passer dedans. Préface par Mehdi Maizi? Ouais. Pourquoi? En fait, Mehdi, déjà c'est un copain, tu vois. Premièrement, on se connaît depuis énormément de temps. C'est moi qui lui ai proposé la préface. Je réfléchissais, j'ai pas réfléchi longtemps, mais je me suis dit, voilà, pour la préface, il faut qu'on ait quelqu'un, et directement, Mehdi, il a apparu dans ma tête, tu vois. On a commencé à peu près globalement en même temps, on a travaillé dans des médias similaires, on se croise assez souvent, le milieu du rap, c'est assez petit, donc je croise tout le temps l'un et l'autre, et c'est avant tout un gars que j'apprécie, c'est un humain formidable, tu vois. Et donc, mais te la raconte pas, Mehdi, ça va, ça va. Mais voilà, tu vois, c'était pour toutes ces raisons. C'est un frérot, il me fallait quelqu'un de cool, qui me corresponde, qui corresponde à mon image, et qui connaissent vraiment le sujet. Parce que Mehdi aussi, il me connaît depuis très longtemps, tu vois. Et je voulais pas appeler un mec juste pour appeler quelqu'un qui parle de mon travail, il fallait quelqu'un qui connaisse bien le sujet. Et puis franchement, c'était cool. Et la préface est incroyable. Vraiment, pour le coup, il a fait un truc, c'est un génie ce type. Pour être un bon photographe rap, est-ce qu'il faut connaître le rap? Ah, c'est une très bonne question. Je sais pas. Je saurais pas dire. Je pense qu'il va y avoir des avantages parce que tu vas pouvoir identifier les codes et du coup bien représenter certaines personnes quand tu les connais. Mais d'un autre côté, avoir aucun code, ça peut te pousser à des propositions qui sont totalement différentes et du coup pousser la photo vers un autre délire. Et du coup, peut-être que ça peut être intéressant d'avoir un gars qui ne connaît foutrement rien, limite qui s'en branle totalement, tu vois. Et ça pourrait donner des clichés formidables parce que si le mec il a une vision et que la vision est bonne, pourquoi pas, tu vois. Je ne suis pas sûr que connaître tout le détail du rap, ça peut servir. Après, on parle juste dans le travail, parce qu'après, dans le travail, dans la photographie, parce qu'après, dans le monde du rap, évidemment, quand tu commences à connaître un peu tout le monde et que tu as une vraie connaissance du milieu, les gens se sentent un peu plus à l'aise parce qu'ils se sentent en accord avec toi, tu vois. Je pense que c'est partout pareil, tu vois. Et c'est quoi le premier projet que tu as fait, le shooting, qui a fait la différence dans ta carrière, qui t'a poussé à un autre niveau? Le gros shoot qui a fait la différence, je pense que c'est la cover de Jazzy Bass, Nuit, qui pour le coup, c'est vraiment un projet que j'ai chapeauté de A à Z. J'ai construit la déco, installé la lumière, tout est fait par mes soins.
et il m'a donné une confiance aveugle, et cette confiance, elle se ressent aussi dans le travail, parce qu'on est vraiment, surtout aujourd'hui, quand on voit ce que je développe, on est vraiment dans l'ADN de ce que j'aime le plus faire, en fait, tu vois. Ça se remarque aujourd'hui quand je vais sortir un étalage de plein de photos que j'ai réalisées moi entièrement. Aujourd'hui, j'ai la confiance des artistes. C'est plus facile d'arriver et de dire je vais faire ça. À ce moment-là, c'était un peu plus compliqué et ça a très bien marché. Donc, ouais, je pense que c'est ce projet-là. Es-tu autodidacte? Ouais, totalement. J'ai arrêté l'école en troisième. J'ai aucun diplôme, si ce n'est dans l'alcool. T'imagines ça? Je te jure que c'est une histoire vraie en plus. Oui, je vois mon assistant qui rigole, il n'est pas au courant de ça, mais si, c'est vrai. Je travaillais pour une marque d'alcool et on est parti en Écosse et j'ai dû passer un diplôme là-bas. C'est le seul diplôme que j'ai eu de ma vie. Ok, c'est Mais réel. ça, c'est une autre histoire. Ouais, non, c'est réel, c'est totalement réel. Et non, j'ai acheté un appareil photo. J'ai commencé la photo à la base plus pour passer l'ennui que par réelle passion. La passion est venue avec le temps. Et j'avais aucune formation, mais j'avais accès à un outil formidable qui s'appelle Internet. Et ça a été assez fluide en fait pour trouver des directions, pour trouver des réglages, pour trouver tout un tas de choses. Il y a des trucs que j'ai mis du temps à trouver, mais normalement avec Internet on peut se débrouiller aujourd'hui. Donc, si tu avais 3 conseils à te donner à toi-même quand tu commençais, ça serait Trois quoi? conseils à me donner. Alors déjà, lâche rien frérot. Un jour tu rouleras en Mustang. Ça, ce serait le premier conseil. En fait, je pense que je me suis toujours donné des conseils tout le temps, tu vois. Et je pense que c'est des trucs tout cons parce que tu les entends tout le temps, mais je pense que les gens ne comprennent pas à quel point c'est réel, tu vois. La détermination, la discipline et après la curiosité. Vraiment, faut être curieux. Pour moi, tu peux pas être un artiste, tu peux pas te dire artiste si tu es que dans ton truc, tu regardes que ton truc. Il faut aller partout. Aujourd'hui, avec les réseaux, c'est hyper facile. En fait, en 2 secondes, tu veux trouver le meilleur photographe qu'il y a au Brésil, le meilleur peintre qu'il y a en Papouasie, tu le trouves, tu comprends? Et du coup, ça te donne d'autres idées, ça te donne de la créativité supplémentaire. Et je pense que la curiosité, c'est un truc super important. Comment as-tu convaincu Niro de lui casser une bouteille sur la tête pour le cover de Taulier? Alors, en fait, à la base, on parlait avec les gars de son équipe de la vidéo qu'il y avait autour de la cover. Sur la cover de base, on ne devait pas agresser Niro. Sur la cover de base, c'était après la bagarre. Tu vois, Niro était posé dans le bar, après la bagarre, on avait fait toute une insta lumière, très cinéma et tout, c'était hyper cool. Vraiment, en termes de qualité, c'est des photos qui sont incroyables. Mais on avait 2 albums à sortir, l'album Taulier et Reliat, qui est la version D2C avec des titres en plus, etc. Et on voulait 2 visuels qui se suivent. Et en fait, quand on avait réfléchi à la bagarre, on avait réfléchi à plein de scènes. Niro qui se bat, qui sort un flingue, qui tire sur quelqu'un, qui se prend une bouteille dans la tête. Donc on avait réfléchi à plein de choses. Et en fait, c'est des scènes que j'ai prises pendant qu'on était en train de créer le projet, plus en off pour mettre dans le livret ou pour faire plein de choses. Et quand il a fallu qu'on trouve une continuité au projet, c'était la plus belle continuité. Alors pour moi, c'était pas la plus belle cover, celle où il va se prendre la bouteille dans la tête, parce que ce qu'on a fait dans le bar où il est posé, je trouvais ça un peu plus esthétique, mais c'était vraiment la plus belle continuité et c'est ce qu'on souhaitait, tu vois. Donc on a développé sur ça, les photos je les ai mis dans le livret, là elles sont dans le livre, ça me régale, c'est parfait. Ça a été quoi les shootings où tu n'avais pas le droit à l'erreur? En fait, je pense que quand tu taffes dans le rap, tu n'as jamais vraiment le droit à l'erreur. L'être humain, à part les gens que tu connais bien, l'être humain en général, quand tu fais des erreurs, il est un peu dur. Mais disons, par exemple, il faut que tu fasses une scène, mais tu n'as pas le droit, tu ne peux pas reprendre une deuxième take. Ouais, c'est comme gros. Mais je pense que quand j'utilise de la pyrotechnie, je fais beaucoup de shooting avec du feu. Et le feu, ça blague pas, c'est pas. J'ai énormément de jeunes photographes qui m'envoient des messages, qui me demandent des conseils, etc. Je ne donne aucun conseil. Je ne parle jamais de comment je fais, parce que je veux pas avoir la responsabilité d'un mec qui a cramé son pote et qu'en fait il est mort, tu vois. C'est vraiment hyper dangereux. Les gens pensent qu'il y a des flammes de cinéma. Non, il y a des pâtes que tu peux utiliser, qui sont utilisées dans le cinéma, mais ça brûle quand même, les gars. C'est chaud, du feu, c'est du feu. Il y a pas de. Ça n'existe pas du feu froid de cinéma, ça n'existe pas. Et donc, je pense que sur ces shootings-là, c'est là où je fais vraiment le plus attention, là où c'est vraiment le plus dangereux et là où il faut vraiment pas ni blaguer avec la sécurité, avec les conditions dans lesquelles, ça revient à la sécurité, mais les conditions dans lesquelles on le fait. Et c'est vraiment le plus important, quoi.
T'en as quand même beaucoup avec le feu? Ouais. Ça a été lequel les plus... Ouais, non, j'en ai beaucoup. Je crois que la première fois que j'utilise la pyrotechnie, c'est sur Que Black Appartement 105. Sauf que ça se voit pas parce qu'en fait, c'est un double album. Et en fait, on avait, sur son premier album, il s'appelait Premier Étage, il était assis au premier étage d'un bâtiment. C'était réalisé par Fifou. Sur le deuxième, c'était Appartement 105, et on voulait faire un peu un portrait de famille, voilà. Et en fait, dans son portrait de famille, vu que c'était un double album, on avait pensé à faire une autre photo où lui, du coup, serait tout seul et tout le salon, cette fois-ci, a cramé. Et on avait fait une carte holographique. Et tu la changes, tu bouges et ça change. C'était incroyable à faire, ça aussi. Et c'est la première fois que j'ai utilisé de la pyrotechnie. Et c'était pas du tout ce que je fais aujourd'hui, parce que c'était vraiment une pyrotechnie système D, tu vois. Et là, après, on a commencé à étudier le sujet. Au début, ouais, on était un peu cons à ne pas reproduire. S'il y a une personne que tu aimerais shoot, qui t'a pas encore shoot, ça serait qui? C'est super compliqué parce que c'est une question à laquelle je réponds assez souvent. C'est pas vraiment des personnes qui m'intéressent aujourd'hui, c'est plus, quand je dis pas des personnes, c'est pas des noms. C'est plus des gens qui vont me donner de la confiance. Il y a des gars avec qui je travaille, qui sont indépendants, qui sont inconnus au bataillon, et je fais des projets qui marchent mieux avec eux qu'avec des grosses rostas françaises. Parce que la confiance qu'ils m'ont donnée, elle est aveugle, et du coup j'arrive à les emmener dans des projets qui sont complètement fous, qui seraient peut-être difficiles à réaliser avec des maisons de disques, parce que du coup on devrait avoir tout un tas de sécurité, de plein de trucs autour, d'autorisation qui seraient parfois impossibles à avoir. Et du coup, ça aurait des coûts de cinéma hollywoodien et ça serait pas faisable. Et donc, ces projets-là, on les fait pas. Et du coup, des fois, avec des artistes indés, j'aime bien me dire, ah, les gars, venez, on s'en fout, on y va. Du coup, c'est pas vraiment des artistes. Mais si je devais quand même répondre à un truc, je pense que j'irais chercher, tu sais, les gros rappeurs américains d'époque, un peu, tu vois. Peu importe lequel. Un Rakim, genre? Non, quand même pas à ce point. Non, tu vois, je sais pas moi, Lil Wayne, tu vois, Lil Wayne il y a 10 ans, 50? tu vois, 50, tu vois, parce qu'en fait, ils ont un truc qui nous manque des fois un peu en France, tu vois. Ils ont un naturel à l'image qui est... À Lil Wayne, t'as rien à faire, le mec, il se pose là, sur un canapé, tu prends une photo, tu fermes les yeux, la photo, elle est bien, c'est sûr. Parce qu'il dégage trop un truc, tu vois. Est-ce qu'il y a des rappeurs américains que tu as vu des covers, des photos qui t'as fait comme waouh? En fait, alors là-dessus, je suis un vilain petit canard, moi. J'écoute pas du tout de rap américain. Vraiment, je suis une grosse merde là-dessus. Mais en fait, Si j'ai une cover en tête, mais je sais plus c'est quel artiste. Attends, il faut que je réfléchisse. Voilà. Comment il s'appelle? S'il avait posé devant la Maison Blanche là, avec je sais pas combien de têtes de Renoir là. Kendrick. Ouah, celle-là, elle était incroyable. La cover de Kendrick, elle était totale. En plus, quand il sort ça, j'ai dit, ah ouais, c'est une carrière, frère. Il a ramené toute la cité devant la Maison Blanche. Je sais pas si c'est un montage, s'ils l'ont vraiment fait ou ce qu'ils ont. Mais c'est incroyable. Je trouve que c'est trop Kaira, tu vois. La cover, pour moi, elle est trop violente. et est-ce qu'il y a des covers à toi qui t'as regardé et t'as fait oh putain, ça c'est lourd, man. Je me surprends moi-même. Si tu peux nous en nommer 3. 3 où je me suis dit, je me surprends. Bah déjà, pour l'histoire que je raconterai tout à l'heure, je te remettrai Jazzy Nuit. En fait, la cover, elle doit avoir 6 ans, 7 ans. Je la regarde encore aujourd'hui, je lui trouve pas de défaut. Donc, je dis pas qu'elle est parfaite, il y a peut-être des gens qui trouveront des défauts, mais moi, j'arrive pas à les voir pour l'instant. Donc, je suis plutôt content de cette cover. La dernière de Bram Sito, on a construit un décor dans l'eau et tout, c'était vraiment trop cool. Et un truc où et Norsace. Norsace Propaganda, c'était vraiment violent. C'était difficile à gérer sur le shooting parce qu'il y a beaucoup de figurants. Il s'est passé plein de trucs ce jour-là, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, le rendu, exceptionnel. Ton setup, ton décor le plus fou que tu as fait, dont tu es le plus fier? En vrai, c'est compliqué. Je pense que chaque décor que je construis de mes mains, j'en suis fier. Tu vois, on arrive aujourd'hui à avoir des techniques. Le jour où on a construit un décor pour un artiste indé dans une cité, on n'avait pas le budget pour tout construire avant, déplacer des camions, des trucs. On a tout construit sur place, dans la cité, en train de scier, peindre des trucs. C'est incroyable. Et en fait, je pense que j'ai vraiment plus d'affect. Parce que de là à dire que je suis fier plus d'une cover que d'une autre, c'est un peu compliqué, mais j'ai plus d'affect pour les covers où j'ai vraiment donné de ma personne et construit des choses et tu vois, réalisé des trucs de A à Z. Tu vois.
trouve que c'est plus intéressant que quand je fais un portrait avec des belles couleurs, tu vois. C'est très bien, hein, je dénigre pas ce style de portrait, j'adore le faire aussi, mais souvent ça va rendre bien parce que la personne a de l'attitude ou parce que les couleurs sont un peu flashy ou machin, du coup c'est pas que mon travail, en tout cas je le ressens comme ça. Quand je construis et je suis obligé de prendre un tournevis pour sortir des trucs, là c'est autre chose, tu vois. Est-ce qu'il y a un cover que tu as vu une fois et tu as dit, damn, lui j'aurais aimé le faire? Ouais, j'en parlais il y a pas longtemps. Moi, j'affectionne de plus en plus les covers qui sont très cinéma, tu vois, où on essaye de créer un décor, créer une action, créer quelque chose. Et Fifou avait fait la cover de Sams. J'ai plus le nom exactement du projet. Ouais, Histoire vraie, inspiré d'Histoire vraie. Où il se jette par une fenêtre et t'as la fenêtre qui casse et Sams, il est en train de tomber de la fenêtre en même temps avec les bouts de verre. Et c'est totalement ce que j'aime faire. C'est là vraiment, on est totalement typiquement dans la scénographie que j'essaye d'imposer depuis déjà quelques temps. Parce que du coup, tu es dans de l'action, du réel, et tu peux sortir des coulisses de ça et les gens voient et disent « Ah, les bâtards !» Tu vois, c'est plus du graphisme juste où t'envoies un truc. Ça me plaît pas, je travaille pas comme ça. Les fonds verts, c'est pas pour moi. Et du coup, celle-là, je me suis dit « Putain, ils ont fait fort les enculés quand même. » Est-ce que vous parlez entre photographes, disons? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, après, c'est l'être humain, il y a des gens que t'aimes bien, il y a des gens que t'aimes pas. Mais en tout cas, il n'y a pas c'est pas East Side, West Side, tu vois. Il n'y a pas de guerre de photographes. J'ai envie de dire qu'à peu près tout le monde s'entend. Je m'entends très bien avec Fou, c'est un bête de gars, on discute dès qu'on peut, on s'envoie des petits coms, des likes, des trucs. C'est un poteau, tu vois. Si je l'appelle, il décroche, et s'il m'appelle, je décroche. Et voilà, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de compétition. En plus, il est là depuis 30 ans, frère. J'arrive derrière, mais depuis moins longtemps, tu vois. Donc, il n'y a pas une grosse compète. Il n'y a même pas de compète, d'ailleurs. Chacun essaie de tirer le mieux qu'il peut. Et je trouve que c'est cool parce que, en tout cas, même quand je le vois faire des trucs qui sont violents, tu vois, je me dis, OK, faut qu'on envoie encore plus lourd. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que ça envoie quelque chose dans l'inconscient, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient tous les jours en train d'espionner ce que je fais. Mais en tout cas, dans l'inconscient, je pense qu'au même titre que moi, quand il envoie un truc lourd, quand j'envoie un truc lourd, ça peut peut-être le motiver, moi je peux peut-être le motiver. En tout cas, j'aime à le penser comme ça et je pense que c'est de par même les échanges qu'on a ensemble, c'est ce qui en ressort, donc c'est plutôt cool. Dernière question. As-tu déjà travaillé avec un artiste montréalais? Aimerais-tu ça faire ça un jour? Écoute, on n'a pas travaillé encore avec des artistes montréalais, mais il va falloir qu'on te parle d'un petit projet qu'on a eu en tête tout à l'heure, alors en off, on va couper la caméra, on va parler business. Mais non, ouais, ça peut être très intéressant, sachant que c'est ce qu'on parlait, depuis quelques jours on en parle, on en a parlé avec des potos à New York et tout. Le rap français l'été, c'est vraiment vide, tu vois, parce qu'ils sont tous en festival, ils sont un peu partout et du coup il y a très peu de boulot. Donc moi après j'ai monté un garage, j'ai monté d'autres business qui font que j'ai du taf, j'ai pas du taf, ça ne changera rien, tu vois, c'est plutôt cool. Mais je sais qu'ici, ça bosse beaucoup l'été, vu que vous avez 6 mois d'hiver. Et du coup, les gens sont un peu plus actifs, en tout cas, que chez nous à ces périodes-là. Et donc, il y a peut-être un truc à faire. Normalement, Montréal, on va se revoir. On se revoit très bientôt, David. Merci. Et quand tu veux, moi, je suis bien ici. Je reste là. Allez, salut.